Bonjour, merci tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre. Donc, parlons-y des occasions d'affaires à l'extérieur du Québec. L'industrie de la construction au Québec est de classe mondiale, dynamique, innovatrice et constamment à l'affût de nouvelles occasions d'affaires. Les entreprises évoluant dans le secteur de la construction au Québec peuvent apporter une contribution significative dans la mise en œuvre de projets à l'extérieur de la province. L'industrie de la construction au Canada reste l'un des secteurs les plus actifs de notre économie. Depuis la grande récession de 2008, le niveau de l'emploi dans ce secteur a montré une tendance à la hausse et le niveau de délivrance des permis de construction reste élevé. Outre le développement de projets de construction importants dans les secteurs des infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles, on a observé une croissance continue dans l'annonce de projets d'infrastructures publiques d'envergure hors Québec et plusieurs d'entre eux en sont à la phase d'attribution de contrats ou en construction. Alors que la MTQ a lancé le projet de reconstruction de l'échangeur Turcot, en Colombie-Britannique, le projet de remplacement du tunnel George Massey en mode conception, construction, financement partiel et exploitation, donc un PPP, est en processus d'appel d'offres avec un coût total estimé à 3,5 milliards de dollars. Des projets significatifs de réfection d'autoroutes, de ponts et de routes ont également été annoncés partout au pays. Pendant qu'à Montréal, un nouveau SLR électrique sera bientôt mis en place par CDPQ Infra, d'autres projets de SLR ont été annoncés, font l'objet de processus d'attribution de contrats ou en sont à la phase de construction dans le reste du Canada, soit à Toronto, Mississauga, Waterloo, Hamilton, Edmonton, Calgary et j'en passe. À la frontière du Québec, la ville d'Ottawa a récemment lancé un appel d'offres pour l'étape 2 du système de train léger sur rail de la ligne de la Confédération en mode conception, construction, financement. Les estimations de coûts préliminaires pour ce projet s'élèvent à environ 2,5 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les municipalités à travers le Canada développent ou construisent activement des projets d'infrastructures majeurs et à forte intensité de capital sur une base presque continue, ce qui représente des milliards de dollars en investissement dans un large éventail de secteurs. Tout laisse à présager que cette activité restera très vigoureuse et sera même accélérée largement par le plan d'infrastructure du gouvernement fédéral qui prévoit des investissements significatifs dans les infrastructures de l'ordre de 180 milliards de dollars au cours des prochaines décennies. Les entreprises québécoises doivent trouver des façons de tirer avantage de ces occasions. Toutefois, même s'il est important de reconnaître et d'identifier les occasions s'offrant aux entreprises du secteur de la construction qui cherchent à exploiter des occasions d'affaires hors Québec, ces mêmes entreprises doivent bien observer les tendances qui se profilent sur le marché et se préparer à affronter les divers défis auxquels elles auront à faire face lorsqu'elles décident d'accéder à ces nouveaux marchés. Le sujet aujourd'hui est par contre absolument vaste, les occasions d'affaires à l'extérieur du Québec. Par où commencer? Nous pourrions passer un après-midi à discuter du régime des permis de construction en Ontario ou en Alberta, ou sur les plus récents propos de M. Trump concernant les dispositions Buy American et leur effet sur l'accès au marché américain, de même que le danger absolument imminent pour les États-Unis qui représente l'industrie laitière canadienne. Pour les fins de ma présentation aujourd'hui, j'ai donc fait des choix. Je ne vais pas discuter des États-Unis, par exemple. De toute manière, les règles semblent changer tous les jours. Mon focus, et le bois d'œuvre, j'ai oublié le bois d'œuvre. Mon focus sera plutôt sur le Canada et j'élabore sur 3 grands thèmes. Premièrement, les questions entourant l'accès au marché, particulièrement les marchés publics.
Deuxièmement, les questions qui se posent lorsqu'on veut exercer des activités dans le secteur de la construction à l'extérieur du Québec. Et troisièmement, les questions entourant les partenaires locaux potentiels et certains outils disponibles pour travailler ou même s'associer avec ces partenaires locaux. Donc, comment accéder aux nouveaux marchés, les questions de l'ordre juridique qui se posent en y accédant, et des outils disponibles pour accélérer votre ouverture vers ces nouveaux marchés. Donc, au niveau de l'accès au marché, l'histoire du Canada, sa constitution, qui répartit le pouvoir législatif entre les compétences fédérales et provinciales, ces deux grands systèmes juridiques, le droit civil et la common law, et des questions plutôt d'ordre politique, présentent des défis aux entrepreneurs du secteur de la construction qui souhaitent étendre leur activité hors Québec. Je catégorise ces défis sous deux grands thèmes. Premièrement, il y a les défis relatifs à l'accès au marché, plus précisément en ce qui a trait au marché public, à la mobilité de la main-d'œuvre, aux politiques entourant les achats locaux et aux questions concernant les diverses licences et autorisations nécessaires pour faire affaire à l'extérieur du Québec. Et deuxièmement, les différences législatives, notamment les lois régissant les sûretés, les cautionnements, les retenues, les questions relatives à l'emploi, la santé et sécurité au travail, le droit de l'environnement, etc. Ces deux catégories de défis doivent être bien comprises et faire l'objet d'une planification rigoureuse avant que toute décision ne soit prise pour saisir les occasions dans une autre province. Analysons alors certains enjeux qui doivent être considérés relativement à ces défis et à la mise en place d'entreprises du secteur de la construction à l'extérieur du Québec, débutant par l'enjeu des marchés publics. Une des façons d'identifier les possibilités d'affaires hors Québec est de s'engager dans le processus des marchés publics. Donc, on voit sur un graphique ici, puis les données sont un peu vieilles, c'est les plus récentes que j'ai pu trouver, mais on peut voir quand même le niveau d'appels d'offres qui sont émis par le gouvernement fédéral, l'Ontario, l'Alberta, etc. Tout comme c'est le cas au Québec, chaque province et territoire, ainsi que le gouvernement fédéral, a son propre régime pour l'administration des marchés publics et de leurs appels d'offres. Au Québec, comme on en a vu, la loi sur les contrats des organismes publics, la loi sur les cités et villes et le code municipal énoncent les règles généralement applicables à la plupart des marchés publics dans la province. Ailleurs au Canada, il n'existe parfois aucune loi régissant ces activités, celle-ci plutôt régie par le droit des contrats ou la common law, ou bien ces activités sont régies par diverses lois, règlements et directives qui s'appliquent au processus des marchés publics de manière plutôt discordante. Par exemple, en Ontario, la directive d'approvisionnement dans le secteur parapublic régit notamment les hôpitaux et les commissions scolaires, ainsi que les sociétés d'État, et établit 25 exigences obligatoires auxquelles ces divers organismes sont tenus de se conformer dans leur processus respectif d'approvisionnement. Il n'y a pas en Ontario, tout comme dans plusieurs autres provinces, d'analogue à la loi québécoise sur les contrats des organismes publics. Ainsi, plus souvent qu'autrement, des règles disparates régissent ces processus, ce qui contraint les entrepreneurs évoluant dans l'industrie de la construction à demander conseil quand ils décident de répondre à un appel d'offres, afin de s'assurer que les règles applicables à leur propre appel d'offres soient bien comprises et qu'ils comprennent leurs droits et éventuels recours auprès des autorités publiques. À ce sujet, il est au moins le cas que les marchés publics dans le reste du Canada sont assujettis aux mêmes principes d'équité et de transparence qu'au Québec, car ces principes découlent d'une jurisprudence abondante de la Cour suprême au sujet des marchés publics. Ainsi, tout comme au Québec, et comme vous avez vu lors du discours de Maître Lefebvre et Maître Forget, le secteur public doit traiter chaque soumissionnaire de manière équitable,
et ne peut pas, par exemple, avantager un soumissionnaire en le laissant corrigeant un élément non conforme de sa soumission sans offrir la même possibilité aux autres soumissionnaires. Mais avoir accès au marché public est bien, au moins en théorie. Par contre, d'autres obstacles peuvent se présenter. Il peut, par exemple, arriver que les entrepreneurs soient confrontés par des restrictions en matière de contenu local dans certains appels d'offres, qui ont pour effet d'ouvrir le processus uniquement aux entrepreneurs qui résident sur le territoire de cette province, ou d'avantager ceux qui le sont pour les fins de l'évaluation de la soumission. Fort heureusement, dans plusieurs secteurs d'activité, et particulièrement en ce qui a trait au processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, de même que dans le secteur municipal, académique et de la santé, ces restrictions, qualifiées d'achats locaux, ont été progressivement levées, et ce, conformément à l'accord de 1995 sur le commerce intérieur, l'ACI, auquel ont adhéré le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et plusieurs sociétés d'État. Ces règles exigent notamment de procéder par appel d'offres public ouvert aux contractants partout au pays lorsque la valeur des biens ou des services qui sont approvisionnés excède un seuil prédéfini, généralement qui varie entre 25 000 et 500 000 $, tout dépendant du type de contrat et de l'entité gouvernementale qui contracte. Les appels d'offres doivent également être publiés dans des bases de données accessibles partout au pays. Ceci étant dit, même si le texte de l'ACI donne accès au marché public aux entrepreneurs de partout au pays, des obstacles liés à la mobilité de la main-d'œuvre, aux qualifications des entrepreneurs ou simplement découlant d'une réglementation régissant l'industrie de la construction qui n'est pas uniforme partout au pays, continuent de créer des obstacles aux entrepreneurs d'une juridiction qui aimeraient faire affaire dans une autre. Et à ce sujet, tout récemment, en avril 2017, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont annoncé la conclusion de l'accord de libre-échange canadien, qui remplacera l'ACI en juillet. L'ALEC constitue un développement important pour l'industrie de la construction. En premier lieu, selon les modalités de cet accord, aucun organisme gouvernemental, dans le cadre de son processus d'appel d'offres, ne sera autorisé à préférer les fournisseurs d'une province ou d'une région spécifique pour l'attribution de travaux, biens ou services. Ces dispositions sont similaires à ceux de l'ACI, mais rappelons le problème plus important qui demeure la question de la réglementation, qui n'est pas harmonisée, surtout au niveau des qualifications des entrepreneurs. À ce sujet, l'ALEC établit des principes clairs. L'intention de l'accord est de permettre que les intervenants du secteur de la construction basés ou qualifiés dans une province soient autorisés à travailler dans une autre province sans avoir à renouveler leur qualification auprès de l'organisme local de réglementation. De plus, l'ALEC vise à retrancher les règlements qui gênent ou qui empêchent la libre circulation des biens, des services ou des capitaux au Canada. L'ALEC établit un système auquel les gouvernements signataires de l'accord coordonneront leurs efforts pour assurer qu'aucun nouveau règlement qui est mis en place n'ait un impact significatif sur le commerce et les investissements au Canada. Nous pouvons qu'espérer que, considérant que nous sommes à 150 ans depuis la Confédération, que nos gouvernements vont faire un effort concerté pour harmoniser des lois qui nuisent aux opportunités d'avoir accès à des nouveaux marchés ou qui favorisent directement ou indirectement les entrepreneurs locaux. En revanche, et il y a toujours des exceptions, l'ALEC envisage d'accorder des exemptions aux règles générales édictées. Ainsi, environ 140 exemptions spécifiques ont été demandées par les 14 gouvernements signataires de l'accord. Par exemple, le Québec a préservé le droit d'Hydro-Québec de favoriser les fournisseurs locaux relativement aux contrats de construction que la société d'État consent,
En revanche, en Alberta, les secteurs de l'énergie renouvelable ou du traitement des eaux usées sont similairement exclus de l'application de l'ALEC. Afin de combler certaines lacunes de l'ACI et maintenant en attendant la mise en œuvre de l'ALEC, plusieurs provinces ont conclu des accords bilatéraux qui visent à réduire ou à éliminer les barrières existantes en matière de marché public, particulièrement concernant l'industrie de la construction. Par exemple, et je m'excuse, le titre est très long, l'entente de 2006 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario sur la mobilité de la main-d'œuvre et la qualification professionnelle, et attends, c'est pas fini, des compétences et des expériences de travail dans l'industrie de la construction, aborde des questions relatives à la mobilité de la main-d'œuvre et aussi à la reconnaissance des titres de compétences et licences dans chaque province. On va regarder plus en détail certains aspects de cet accord dans quelques instants, mais pour conclure sur ce premier thème, le principe au Canada demeure et il est que les entrepreneurs ont le droit de faire affaire partout au Canada, mais il peut se présenter des particularités qui doivent être prises en compte. Dans la mesure où il y a des exigences, par exemple, aux achats locaux ou des questions de reconnaissance de qualification, ils peuvent parfois être surmontés en établissant une succursale ou une filiale dans la juridiction en question ou en signant des ententes de partenariat avec des entrepreneurs locaux. Cela va être le sujet de mon troisième thème, mais avant, passons au deuxième, les activités commerciales à l'extérieur du Québec. Donc, vous avez identifié des opportunités, par exemple dans le secteur autoroutier en Alberta ou dans le domaine des SLR en Ontario, et en théorie, vous pouvez sans problème soumissionner pour travailler sur ces projets. Analysons donc de plus près certaines questions qui se posent par les compagnies du secteur de la construction qui souhaitent exercer leurs activités hors Québec. À ce sujet, je vais principalement étudier la question au niveau de l'Ontario, mais les thèmes que j'aborde s'appliquent partout au pays. Commençons par les exigences spécifiques à l'industrie de la construction. Pour ce faire, il faut revenir à l'entente de 2006 entre le Québec et l'Ontario. Pour un entrepreneur de la construction du Québec qui désire travailler à l'extérieur de la province, un des premiers sujets à analyser en détail, c'est est-ce que je peux être qualifié pour travailler dans l'industrie de la construction dans la nouvelle juridiction. Au niveau de l'Ontario, l'entente de 2006 facilite l'accès au marché en réduisant les exigences réglementaires en matière de qualification pour les entrepreneurs québécois qui sont déjà qualifiés au Québec. Le principe étant que si vous êtes qualifié au Québec, par exemple, vous bénéficiez du certificat de compétences occupation délivré par la CCQ ou vous avez une licence RBQ, ces qualifications seront reconnues en Ontario. C'est le principe de reconnaissance mutuelle de qualification que nous avons mentionné dans le cadre de notre discussion sur l'ALEC et qui risque de se répandre partout au pays. Des ententes à l'effet similaire ont été signées par le Québec et le Nouveau-Brunswick, ainsi qu'avec la Terre-Neuve. Ceci étant dit, même si l'entente Québec-Ontario impose un degré de reconnaissance mutuelle des qualifications, l'entrepreneur ou le travailleur québécois œuvrant en Ontario doit évidemment respecter tout le reste du cadre juridique et législatif réglementaire qui s'applique dans l'industrie de la construction en Ontario et aux compagnies qui exercent des activités dans cette province. Donc, regardons certaines des exigences qui s'appliquent et les éléments qui doivent être analysés de plus près. Rappelons que même si je parle plutôt de l'Ontario, les principes exposés s'appliquent généralement à d'autres juridictions. Au niveau du droit corporatif, si une décision visant à mettre en place une filiale de l'entité québécoise est prise, il faut enregistrer la société en Ontario. Même si une nouvelle entité n'est pas mise en place, l'entité québécoise qui exercera ses activités en Ontario sera tenue de compléter les enregistrements extra-provinciaux requis. À ce sujet,
L'entrepreneur québécois qui n'a pas de place d'affaires permanente en Ontario doit s'enregistrer auprès de la division de la taxe de vente au détail de l'Ontario et fournir une garantie de paiement de la taxe de vente équivalent à 4 % de chaque contrat de construction obtenu en Ontario. Au niveau de la santé et la sécurité au travail, tout employé œuvrant dans le domaine de la construction doit être enregistré, toute entreprise doit être enregistrée auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail, similaire au Québec, et obtenir une connaissance complète des exigences propres à ce régime. Au niveau des assurances, il serait au moins nécessaire d'avoir une assurance responsabilité civile et une assurance chantier qui fournit une couverture adéquate pour vos activités à l'extérieur de la province et vérifier justement que la police couvre vos activités dans l'autre juridiction. Il faut aussi s'assurer que l'entreprise peut obtenir les cautions qui sont requises, qu'elle est cautionnable dans la nouvelle juridiction. Donc, par exemple, les cautionnements d'exécution ou de main-d'œuvre. Et il est aussi très important de vérifier ou d'obtenir une compréhension des lois applicables au secteur de la construction. Donc, on a parlé brièvement de la question de la santé et sécurité au travail et la loi sur la santé et la sécurité du travail de l'Ontario, par exemple. Mais une autre loi tout aussi importante est la loi sur le privilège dans l'industrie de la construction, ce qu'on appelle en anglais le Construction Lien Act et ses règlements. Concentrons-nous pour l'instant sur cette loi. Elle crée un régime analogue à celui de notre hypothèque légale de la construction au Québec. La personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations pour le compte d'un propriétaire, d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant a un privilège, donc un lien, sur l'intérêt du propriétaire dans l'immeuble ainsi amélioré, jusqu'à concurrence du prix des services et des matériaux. Concernant les sous-traitants, en Ontario, il n'existe pas d'obligation de dénoncer le contrat au propriétaire. Les privilèges naissent de plein droit pour les sous-traitants sous certaines réserves, dont notamment de pouvoir prouver que les travaux ont été fournis et rattachés à l'amélioration d'un immeuble précis. Toutefois, comme au Québec, l'entrepreneur doit enregistrer le privilège au registre foncier de l'Ontario afin de le conserver, et ce, dans les 45 jours qui suivent l'achèvement des travaux prévus ou de la déclaration attestant l'exécution substantielle du contrat. Cette loi prévoit également une retenue obligatoire sur les paiements effectués par les parties impliquées dans un projet de construction. Chaque partie qui est responsable d'un paiement, donc le propriétaire envers l'entrepreneur principal envers ses sous-traitants et ainsi de suite, doit, dans le cas d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance qui donne lieu à un privilège, faire une retenue égale à 10 % du prix des services et des matériaux au fur et à mesure qu'ils sont effectués au fur et à mesure où ils sont effectivement fournis en vertu du contrat. Cela jusqu'à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue soient éteints. L'avantage de ce système est que, par exemple, pour les fins du propriétaire, pourvu que celui-ci conserve la retenue appropriée pendant l'exécution de la construction et respecte ses autres obligations découlant de la loi, la responsabilité du propriétaire envers un sous-traitant ou un fournisseur qui bénéficie d'un privilège et avec qui il n'a pas un lien contractuel direct sera limitée au montant de la retenue. Les règles entourant les privilèges et les retenues sont complexes. J'ai vraiment donné que certains éléments pour vous offrir une idée des principes entourant cette loi. Donc, afin de protéger vos intérêts, quand vous faites affaire dans le reste du Canada, il est important de connaître vos obligations et les exigences de cette loi. Et c'est la même loi essentiellement dans les autres provinces du pays. Il faut aussi considérer les questions entourant votre responsabilité contractuelle et civile. Par exemple, la common law est généralement plus permissive que le droit civil au niveau des exclusions de responsabilité stipulées dans les documents contractuels.
Prenons par exemple l'exemple des garanties légales du vendeur pour ceux et celles qui sont manufacturiers ou fournisseurs dans la salle. Le régime québécois en matière de garantie légale impose un régime exigeant. Il y a aussi des limites strictes sur les exclusions qu'un vendeur peut imposer sur sa responsabilité, le tout tel que stipulé par le Code civil. Et on en a parlé justement plus tôt aujourd'hui sur certaines de ces garanties légales. Dans le reste du Canada, toutes les provinces disposent d'une loi intitulée la Sale of Goods Act, la SAG, ou la loi sur la vente d'objets. Quelque peu analogue à nos garanties légales, les SAG comportent des garanties statutaires, ce qu'on appelle des implied warranties, au sujet de la vente de biens et la fourniture de services. Par contre, toutes les SAG, les SAG des provinces canadiennes, prévoient de manière expresse que les garanties qu'offre la loi ne sont pas impératives. Les clauses contractuelles peuvent donc réduire la portée de ces garanties ou même les exclure complètement. Il est donc impératif, si par exemple vous utilisez des documents standardisés pour la vente de vos matériaux au Québec, de les ajuster lorsque vous faites affaire à l'extérieur de la province. Au niveau de vos sous-traitants, sachez qu'afin de travailler dans certains métiers spécialisés en Ontario, le travailleur doit avoir une accréditation qui certifie que l'individu est qualifié. Donc, si vous recourez au service de sous-traitants, il est important de bien connaître les diverses accréditations et vous assurer que vous utilisez des personnes qualifiées. Finalement, ayez une bonne compréhension de la loi sur le Code du bâtiment de l'Ontario et des diverses questions reliées au permis de construction et les autres permis requis au niveau municipal. Donc, vous avez fait vos devoirs, vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau marché. Peut-être votre entreprise a identifié une belle opportunité dans le secteur de la construction de résidences pour personnes âgées au Vancouver, par exemple. Mais vous voulez être prudent et vous pensez qu'il serait important de combiner votre expertise avec un entrepreneur qui connaît le marché local. Un outil utilisé pour accéder à des nouveaux marchés et en développant des alliances stratégiques avec des partenaires locaux. Ces alliances peuvent envisager, par exemple, une entente entre associés potentiels. Nous allons en commun former un consortium de type joint venture ou une nouvelle société par action pour poursuivre des opportunités dans le secteur des énergies renouvelables en Alberta, par exemple. Ou l'Alliance peut adresser une situation de sous-traitance. Pour tel ou tel projet ou dans telle ou telle région, mon entreprise sera votre sous-traitant en matière d'installation de barres d'acier d'armature, par exemple. Ces alliances stratégiques visent donc deux ou plusieurs parties qui contractent ensemble pour conclure un objectif ou contractent ensemble, pour poursuivre un objectif restreint en commun ou pour travailler sur un projet ensemble. Une alliance soigneusement structurée peut permettre aux entreprises qui y font partie d'élargir leur habileté et de poursuivre des projets plus complexes et de plus grande envergure. Donc, sur l'écran, j'ai illustré deux types d'alliances relativement classiques. À gauche, on voit une structure où 4 entités se sont mises ensemble pour exécuter un contrat. Une des entités sera le contractant principal et les autres auront des responsabilités spécifiques par rapport au projet en tant que sous-traitant. À droite, 3 entités se réunissent avec l'intention de former une nouvelle entreprise qui peut être structurée, par exemple, en société par action, en société en nom collectif ou même en consortium non incorporé. Chaque partenaire contribuera à cette nouvelle entreprise, incluant aux coûts et aux responsabilités qui découlent du contrat avec le donneur d'ouvrage. Un des contrats ou un des outils disponibles pour former une alliance stratégique, et c'est celui sur lequel je veux passer un peu plus de temps aujourd'hui, c'est le contrat d'association, ce que nous appelons aussi des ententes de consortium ou en anglais des teaming agreements.
Quand je parle de contrat d'association, il est important de mentionner que ce contrat ne crée pas à lui seul une nouvelle entité. Ce n'est pas un contrat de société, ni une convention entre actionnaires, ni une convention de coentreprise qui crée une joint venture, par exemple. Plutôt, je parle d'une entente qui décrit une alliance entre deux ou plusieurs parties pour la poursuite d'un objectif qui est envisagé et qui ne s'est pas encore matérialisé. Cette entente peut par contre prévoir la création d'une nouvelle entité ou un joint venture plus formel, et ce, par exemple, après l'adjudication du contrat à l'équipe. En premier, on va y revenir à cette question, mais en premier, je trouvais ça intéressant de présenter le cycle de vie d'une alliance stratégique qui progresse habituellement à travers 7 étapes. Premièrement, il y a le réseautage initial. Vous faites des contacts dans un nouveau marché, vous apprenez à connaître des partenaires locaux potentiels. C'est la première étape. Deuxièmement, la relation se développe et vous décidez d'élaborer une stratégie de développement plus formelle avec le partenaire. Les discussions vont demeurer pour l'essentiel commercial, c'est des discussions d'affaires. Par contre, du côté juridique, s'il vous plaît, c'est à ce point-là que vous allez signer une entente de confidentialité. Ça fait plusieurs cas où des clients m'appellent en disant que ça fait des mois qu'ils sont en discussion pour une association potentielle et je leur pose la question, OK, vous avez une entente de confidentialité? Ce n'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, à ce stade, signez cette entente. Troisièmement, vous progressez peut-être vers l'évaluation du partenaire potentiel. Donc, par exemple, ça va être des questions entourant leur projet passé, leur solvabilité financière et plusieurs autres éléments. Peut-être une bonne idée aussi de sortir le plumitif, civil, pénal, criminel. Faites une vérification diligente, si vous voulez, du partenaire. Quatrième étape, il va y avoir une décision sur le rôle et les responsabilités de chaque partenaire. Qui va faire quoi par rapport au projet? Est-ce que les parties envisagent de former ensemble une nouvelle entité? Qui sera le contracteur principal envers le client entre les divers partenaires? La cinquième étape, c'est là où on va négocier le contrat d'association, dont je parle plus en détail. La sixième étape, c'est la phase d'exploitation, la phase opérationnelle, la construction, si on veut, de la bâtisse. Avant le début de cette phase, l'entente avec le client, évidemment, est signée, ainsi que les ententes définitives entre les partenaires. Et finalement, il y a la fin de la relation. Donc, comme j'ai mentionné, le contrat d'association décrit une alliance en deux ou plusieurs parties pour la poursuite d'un objectif qui est envisagé. L'effet du contrat d'association est de cristalliser l'équipe et de prévoir de manière générale comment les partenaires vont s'organiser par rapport au projet si un projet se matérialise. Regardons rapidement certains éléments à prévoir dans l'entente. Premièrement, l'entente va stipuler un principe de collaboration et de bonne foi entre les parties. Deuxièmement, il devrait y avoir des dispositions concernant la préparation de la soumission et les coûts afférents. Donc, comment est-ce que les parties envisagent collaborer dans la préparation des soumissions? Si une garantie, par exemple, ou une lettre de crédit doit accompagner la soumission, qui est responsable de l'obtenir? Il y a aussi la question plus générale du rôle et des responsabilités des parties par rapport au projet. Par exemple, si une partie va faire la conception, l'autre partie la construction, ça devrait être stipulé. La forme juridique de l'entreprise envisagée, dans la mesure où les parties prévoient créer une nouvelle entreprise ensemble suite à leur association, quelle sera la forme de cette entreprise et les divers éléments qui entourent cette entreprise. Les contrats qui seront exécutés entre les parties après l'attribution du contrat ou du projet vers l'équipe. Donc, en plus des contrats qui seraient nécessaires pour créer justement une nouvelle entreprise, comme une convention entre actionnaires ou un contrat de société, lorsque le contrat va être signé avec le client, il va y avoir aussi des contrats, souvent des contrats de sous-traitance, etc., entre les membres de l'équipe. Donc, généralement, de manière générale, cela devrait être prévu dans le contrat d'association. Évidemment, des obligations de confidentialité, de propriété intellectuelle
Si un des membres de l'équipe crée quelque chose ou développe quelque chose au niveau de la propriété intellectuelle, est-ce que la propriété lui demeure? Généralement, c'est le cas. Ou est-ce que ça va être assigné à la nouvelle entité ou aux autres coéquipiers? Moins souvent le cas. Des obligations d'exclusivité. Donc, pendant la durée de l'entente, les partenaires seront exclusifs les uns par rapport aux autres au niveau de la poursuite du projet. Et finalement, il devrait y avoir au moins des dispositions concernant le processus de retrait. Donc, comment est-ce qu'un coéquipier quitte l'équipe et quel sera l'effet sur l'exclusivité? Est-ce que l'exclusivité va perdurer après qu'un équipier ou un membre de l'équipe quitte? Et aussi, évidemment, des dispositions sur la résiliation. En terminant, et je ne vais pas passer à travers ce tableau, mais je vous l'ai préparé, c'est dans vos diapos, tout simplement une comparaison entre certaines dispositions du contrat d'association, donc du Teaming Agreement, et certaines structures plus formelles, comme une coentreprise de type joint venture ou une société incorporée. Donc sur ça, je vous remercie. Et juste pour vous mentionner, évidemment, c'est un gros thème. Donc, dans la mesure où vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Et Miller Thomson est en mesure de vous aider partout au pays. Merci beaucoup.